Merci d'être avec nous dans 64 minutes, c'est le moment de votre grand angle. Comment écrit-on la guerre? Que disent ces textes de nous, plongée littéraire et historique, avec ce livre, Écrire la guerre, de l'Antiquité à nos jours, une anthologie réunie par Xavier Lapray et Sylvain Venère aux éditions Citadel et Masneau. Merci à vous, messieurs, d'être avec nous. Vous êtes tous les deux historiens. On va bien sûr revenir dans un instant à votre livre, mais d'abord j'ai une question d'actualité pour les historiens que vous êtes en ce jour du centenaire de la fin de la Grande Guerre. Emmanuel Macron, comme Antonio Guterres tout à l'heure, ont estimé que notre période présentait des similarités avec les années 30. Est-ce que c'est votre avis aujourd'hui aussi? Ou est-ce qu'il faut être plus nuancé? Ou est-ce que c'est pas une facilité, une caricature aussi? C'est surtout, ça présente le risque de s'empêcher de penser. C'est-à-dire que si on imagine que l'histoire repasse les plats, pour le dire comme Tocqueville, l'histoire est une galerie de tableaux dans laquelle il y a peu d'originaux et beaucoup de portraits, on s'interdit souvent de penser exactement les réponses appropriées à notre époque. Xavier Lapray, c'est votre avis également? Oui, tout à fait. Je pensais à une phrase de Marx, je crois. L'histoire se rejoue, la première fois en tragédie, la seconde fois en comédie. Espérons que ce sera une comédie. On revient à votre livre, Écrire la guerre, de l'Antiquité à nos jours. Que disent ces textes? C'était une des questions que je présentais tout à l'heure par rapport à nous, femmes et hommes. Vous écrivez, justement, Sylvain Venère, qu'ils interrogent la nature même de notre humanité. Oui, c'est-à-dire que quand on lit des textes sur la guerre, un problème qu'on a, tout le monde, qui a un problème moral, c'est que bien souvent il y a des invariants. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, et puis c'était pas si facile que ça de faire une anthologie de textes de l'Antiquité jusqu'à nos jours, on s'aperçoit qu'il y a des sortes d'invariants, notamment par exemple dans la déploration des malheurs de la guerre. Pas que là-dessus, hein, dans la critique qu'on peut en faire, dans l'exaltation, parfois on peut en faire également. Et l'enjeu moral, c'est d'essayer à la fois de repérer ces thématiques qui durent depuis, alors là, dans le cadre de ce livre, depuis 2 millénaires et demi, et en même temps, de ne pas oublier ce qu'ont pu être les souffrances individuelles des acteurs. Là où on a beaucoup parlé de la Première Guerre mondiale ces derniers temps, aujourd'hui particulièrement, mais en réalité depuis 4 ans, qu'on fête le centenaire, qu'on commémore, disons, le centenaire de la Première Guerre mondiale. Cette Première Guerre mondiale, elle est évidemment originale par bien des aspects. Et en même temps, dans la façon dont on regrette les hécatombes, les veuves, les orphelins, on retrouve des thèmes qui datent de la plus haute antiquité. Donc c'est un petit peu compliqué. C'est ce qui vous a interpellé justement quand vous avez réuni ces textes, de voir justement des choses qui pouvaient se ressembler, ça, ou vous y attendiez? Xavier Lapray. Si, on s'y attendait parce que il y a une grande diversité des discours sur la guerre, mais qui reprennent des modèles. Donc les modèles qu'on peut voir, des modèles qui sont forgés, soit des types de discours, des genres littéraires ou alors des motifs. Et comme par exemple au Moyen-Âge ou à l'époque moderne, ils ont lu les antiques, donc ils les reprennent, mais à chaque fois ils les réadaptent en fonction des enjeux de l'époque, ce qui fait que justement il n'y a pas... Vous parlez justement de réaménagement propre à chaque époque. Oui, c'est bien ça. Hein. Oui, tout à fait, oui. Quels étaient vos rapports justement avec ces récits de guerre avant d'entreprendre ce travail Somme? Est-ce qu'il y avait des textes en particulier qui vous avaient marqué? Alors, moi, il se trouve que j'ai fait ma thèse sur les batailles dans le monde romain, et donc à partir des récits. Donc j'avais déjà un rapport particulier à ces récits. Mais mon travail ne s'est pas limité à la seule époque romaine, et ce sont essentiellement des textes littéraires. Donc ensuite, c'est un rapport aussi de goût personnel par rapport à nos lectures qui nous ont accompagnés toute notre vie. Justement, comment est né ce projet? Comment vous avez décidé à un moment de dire on va faire une anthologie? Ça vient d'où? Alors, moi, il se trouve que j'avais travaillé sur un des textes qui se trouve dans cette anthologie, qui est une série d'articles que Pierre Loti avait publié dans le Figaro en 1883, où il racontait son expérience de marin engagé au moment de la conquête de la Nam, au moment de la prise des forts de Hué. Tout ce qui va donner naissance ensuite à l'Indochine française. Et sur ce texte-là, dont j'avais remarqué qu'en fait il n'avait jamais été réédité dans sa forme originelle,
Ben, en creusant un petit peu le texte, on s'aperçoit que, ben, pour une part, évidemment, Loti nous raconte ce qu'il a vu. Il est malgré tout témoin des événements, même s'il reste sur le bateau au moment de la bataille. Et pour une autre part, son texte est nourri d'autres influences, qui sont des influences évidemment littéraires. Ça peut être Homère, que Loti avait lu, ça peut être Flaubert, que Loti avait lu. Et dans cette anthologie, par exemple, on a des extraits de l'Iliade, on a des extraits de Salammbô, on a des extraits de Loti. Et il est intéressant de voir comment est-ce que un écrivain, puisque ce sont tous des écrivains ou presque professionnels dans ce livre, est obligé de composer entre son expérience de la réalité et sa bibliothèque personnelle, hein, ce qu'il a dans la tête. C'est aussi important pour nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, l'écriture de la guerre, elle se fait beaucoup par image. C'est très illustré hein, aussi, hein, vous le justifiez d'ailleurs. C'est pour ça que le livre est illustré, parce que pendant très très longtemps, ces images sont plutôt des peintures, des tableaux, des sculptures. À partir du milieu du 19e siècle, ce sont des dessins qui peuvent être faits sur le vif, grâce au procédé de la lithographie ou de la gravure sur bois. Puis ensuite, le problème se pose de la photographie. Vous parlez d'ailleurs, c'est l'exemple hein, du début dans votre introduction, de la Chartreuse de Parme, justement. Oui, puisque la Chartreuse de Parme date de 1839, et ce texte, il est extrêmement célèbre, puisqu'on a Fabrice Del Dongo perdu sur le champ de bataille de Waterloo, voyant passer le maréchal Ney, mais ne sachant pas que c'est le maréchal Ney, et finissant par demander à quelqu'un, mais est-ce que je suis bien en train d'assister à une bataille? Et ce texte, il avait souvent été utilisé, de façon un peu simpliste d'ailleurs, comme une sorte de coïncidence magnifique, puisque l'égarement de Fabrice à Waterloo en 1839, ça correspond, 1839, c'est l'année de l'invention du daguerréotype, donc de la photographie. Donc est-ce que la photographie, quand elle apparaît en 1839, en même temps que ce roman stendhalien, est-ce qu'elle nous dit pas quelque chose de l'impossibilité de saisir la totalité de la guerre et au contraire de ne pouvoir en apercevoir que des fragments? Évidemment, si on reprend toute l'histoire du récit de guerre ou de l'écriture de guerre depuis l'Antiquité, on s'aperçoit qu'il n'en est rien, qu'on a bien souvent à travers des gens qui peuvent être très différents, mais même dans l'épopée, des éclats de réel, comme ce que la photographie peut essayer de montrer de la guerre. Alors comment avez-vous fait pour réunir tous ces textes? Quelle ligne directrice vous a guidé? Il y a plus d'une centaine de textes. Hein. Oui, alors au départ, nous sommes occupés de nos périodes de prédilection. On a fait des listes dont on a parlé, qu'on a soumis à l'éditeur. Comme Sylvain Venère le disait, chaque texte est mis en regard, non pas d'une illustration, mais d'une iconographie. Et parfois, l'iconographie est une réinterprétation du thème ou du motif, parfois à 20 siècles d'écart. Hein. Je pense au récit fameux de David et Goliath. Eh bien, c'est en regard d'une peinture du Titien. Et donc, on voit comment des motifs antiques peuvent être réinterprétés, là aussi en fonction des enjeux de l'époque. Donc voilà, c'est en fonction de nos spécialités et de nos goûts personnels. Après, il y a eu des raisons d'équilibre. On voit justement hein, la peinture. Voilà. Et ensuite, il y a eu des raisons d'équilibre entre périodes. Alors, nos textes, on a été obligé de se limiter uniquement à l'Europe, parce que sinon, l'ouvrage aurait eu des dimensions impossibles. Mais, par exemple, pour la Première Guerre mondiale, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, on essayait aussi de varier, par exemple, la nationalité des auteurs. Et nous avons 4, 5 nationalités représentées. Un aspect important de la question, c'est de comprendre que la guerre a été l'objet d'une infinie variété de genres de discours. Et qu'évidemment, il faut prendre en compte les souvenirs, les mémoires, celles des grands capitaines, mais aussi, à partir de la fin du 19e siècle, celle des gens de peu, celle de ceux qui, précisément, avaient récemment accès à l'alphabétisation et puis ensuite à la publication pour essayer de donner des souvenirs de soldats, mais aussi de comprendre que la guerre, c'est aussi un formidable élément pour la poésie épique, mais la poésie sentimentale également, pour le théâtre. Hein, il y a Paul Éluard aussi, hein, évidemment. Alors au XXe siècle, beaucoup, mais pas que. Et aussi de comprendre que la guerre, c'est aussi un objet dont on rit, et dont on rit depuis très longtemps. Dont on rit depuis Plaute et Aristophane, jusqu'à Hazek et d'autres au XXe siècle. Et il faut essayer de comprendre ce formidable, comment dirais-je, creuset d'émotions
qu'est la guerre et dont se saisit la littérature. Et c'est difficile pour un historien, justement, d'aborder ce creuset d'émotions? Non, ça rentre en résonance, c'est ce qu'on explique dans l'introduction du livre, ça rentre en résonance avec une historiographie qui est très contemporaine, très actuelle, qui est l'historiographie des émotions. Faire une anthologie comme ça de textes sur la guerre des origines à nos jours, ce qui, à ma connaissance, n'existe pas en français, c'est aussi le moyen de faire une sorte d'inventaire prodigieux des émotions qui sont évidemment des émotions liées à la guerre, donc des émotions paroxystiques, mais qui, dans leur paroxysme même, nous parlent d'émotions bien plus quotidiennes. Et puis, il y a un autre aspect qui est quand même, alors là, pour le coup, moral et politique, qui est que la plupart d'entre nous, la guerre, nous n'en avons d'expérience que médiatisée par des textes ou par des images. Or, depuis au moins le tournant des XVIIIe et XIXe siècles, mais peut-être avant, cette médiatisation de la guerre par les textes et les images, c'est aussi un moyen de sensibiliser ce qu'on s'est mis à appeler à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle l'opinion publique, avec l'idée que cette opinion publique va pouvoir faire pression ensuite sur les gouvernements, et que notre façon d'intervenir sur la guerre en tant que citoyen, ça passe par ces textes et par ces images. Et si on veut réfléchir aujourd'hui à ce qui se passe au Yémen, à ce qui se passe en Syrie, il faut, et si on veut être acteur de ça, si on va avoir un réflexe citoyen par rapport à ça, il faut pouvoir essayer de décoder ces textes et ces images. Est-ce qu'il y a eu, enfin vous l'écrivez en tout cas, un changement, notamment avec le changement de type de guerre, avec aussi les progrès technologiques, hein. La fin du livre aussi présente ce drone, hein. Il y a aussi ça. Est-ce que ça a changé quelque chose par rapport justement à tous les textes que vous avez pu étudier? Vous voulez dire que ça a modifié le type de parole sur la guerre? Le type de parole a-t-il changé justement avec les progrès technologiques en termes d'armement? Alors oui, il peut y avoir des liens. Il y a des types de textes, par exemple, qui ne sont pas présents parce qu'ils ne sont pas d'une beauté littéraire extraordinaire. Quoique Xénophon, avec la chiropédie, c'est une sorte de traité militaire. Mais avec les changements techniques, vous avez des traités militaires tactiques, parfois écrits par de grandes plumes, mais pas toujours dans leur meilleur jour. Donc effectivement, il peut y avoir un lien entre ces discours, cette parole sur la guerre et les changements technologiques. Mais le lien, ça c'est pour un lien immédiat, mais il y a un lien peut-être plus général, c'est que ces changements, pas seulement techniques d'ailleurs de la guerre, géopolitiques, ces changements d'échelle, eh bien ça induit différentes manières de penser. Et c'est pour ça que dans chacune des introductions, on essaie de faire le lien entre... Oui, tout à fait. Vous avez eu ce découpage justement historique, mais à chaque fois que vous introduisiez justement par un texte. Voilà. Merci à vous deux, hein. Merci Xavier Lapray, merci Sylvain Venère d'être venu sur ce plateau présenter votre livre, hein, Écrire la guerre de l'Antiquité à nos jours. C'est un livre-somme, un livre passionnant aussi. Merci d'avoir été avec nous. Il est publié donc aux éditions Citadel et Masno. Merci d'avoir été avec nous.